Dans la monarchie britannique, les décisions les plus explosives ne prennent pas toujours la forme d'un discours solennel ou d'un communiqué officiel. Elles peuvent surgir dans une ligne comptable, dans un document financier, dans une absence de paiement. C'est précisément ce qui rend l'affaire Annabel Elliott si révélatrice. À première vue, il ne s'agit que d'une décision administrative prise par le prince William après avoir hérité du duché de Cornouailles. Mais derrière ce mot sec, nil, autrement dit aucun paiement, se dessine un message beaucoup plus profond. Annabel Elliott, sœur cadette de la reine Camilla, avait travaillé pendant près de 20 ans comme décoratrice pour des propriétés liées au duché. Son nom était devenu familier dans les contes internes, presque comme une présence naturelle dans l'entourage royal. Depuis le mariage de Charles et Camilla en 2005, elle semblait bénéficier d'une place stable dans cet univers fermé où les relations personnelles, les fidélités anciennes et les privilèges institutionnels se croisent souvent. Pendant des années, personne ne semblait vraiment remettre en cause cette situation. Puis William est arrivé. Lorsque Charles est devenu roi en septembre 2022, William a hérité du duché de Cornouailles. Avec cet héritage, il n'a pas seulement reçu des terres, des revenus et des responsabilités financières. Il a aussi reçu un système avec ses habitudes, ses bénéficiaires, ses arrangements et ses zones grises. Selon le récit, lorsqu'il a examiné les comptes et vu le nom d'Annabel Elliott, sa décision aurait été immédiate. Pas de rupture théâtrale, pas d'humiliation publique, pas d'explication détaillée. Seulement une suppression nette, froide, presque chirurgicale. Ce silence est précisément ce qui donne du poids à l'affaire. Dans le monde royal, ne rien dire peut parfois signifier beaucoup plus qu'une déclaration. William n'a pas eu besoin d'accuser Annabel. Il n'a pas eu besoin de raconter l'histoire de Diana, de Camilla ou des blessures familiales. Il a simplement retiré le privilège. Et dans une institution où l'accès, la proximité et la reconnaissance financière sont des formes de pouvoir, ce geste équivaut à une mise à l'écart. Officiellement, on pourrait présenter cette décision comme une volonté de modernisation. William souhaite depuis longtemps incarner une monarchie plus sobre, moins encombrée par les réseaux secondaires, plus attentive à l'usage de l'argent et à l'image publique. Dans cette logique, mettre fin à certains contrats liés à la famille élargie de Camilla peut apparaître comme un choix cohérent. Le futur roi veut une institution plus resserrée, moins vulnérable aux accusations de favoritisme. Mais le récit va plus loin. Il affirme que cette décision ne peut pas être comprise uniquement à travers le prisme financier. Car Annabel Elliott n'est pas seulement la sœur de Camilla. Elle représente, dans cette narration, une époque douloureuse, celle où Charles et Camilla vivaient leur relation, alors que Diana était encore prisonnière d'un mariage en train de s'effondrer. L'article suggère qu'Annabel aurait appartenu à ce cercle de proches, qui, par leur silence ou leur aide, auraient permis à cette relation de se poursuivre à l'abri des regards. C'est là que l'affaire change de nature. Elle ne concerne plus seulement une décoratrice royale, mais la mémoire d'une blessure familiale. Pour William, selon cette lecture, Annabel ne serait pas une simple professionnelle rémunérée par le duché. Elle serait l'un des visages d'un ancien monde. Un monde où Diana souffrait, où Charles était protégé, où Camilla avançait dans l'ombre, et où certains proches facilitaient ce que le public allait plus tard considérer comme l'une des plus grandes tragédies sentimentales de la monarchie moderne. Cette interprétation explique pourquoi le geste de William paraît si personnel. Il n'a pas seulement coupé une ligne budgétaire, il a rompu avec une forme d'impunité.
pendant près de 2 décennies, Annabel Elliott aurait continué à recevoir des paiements d'une institution qui, aux yeux de William, avait déjà trop longtemps protégé les mauvaises personnes. En mettant fin à cette situation, il semble dire que l'ère des protections automatiques est terminée. Le choix du silence est également stratégique. Une attaque publique aurait ouvert une guerre familiale. Elle aurait forcé Charles à réagir, Camilla à se défendre, les médias à exhumer chaque détail du passé. William a préféré une méthode plus efficace. Agir dans les comptes, là où son autorité est directe. Aucun scandale officiel, aucune scène, aucun règlement de compte visible. Mais le résultat est clair. Annabel Elliott n'est plus intouchable. Ce geste envoie aussi un signal à tout l'entourage de Camilla. Ceux qui pensaient que leur proximité avec la reine leur garantissait une place durable dans le système royal comprennent désormais que William ne fonctionne pas selon les mêmes règles que son père. Charles a longtemps protégé Camilla et son cercle, parfois au prix de tensions profondes avec ses fils. William, lui, semble vouloir redéfinir les frontières. La loyauté envers Camilla ne suffit plus. Le passé compte, les responsabilités comptent, l'image de la monarchie compte. Ce premier chapitre révèle donc une confrontation silencieuse entre 2 visions du pouvoir royal. D'un côté, l'ancien système, fondé sur les relations personnelles, les arrangements privés et la capacité de la monarchie à absorber les scandales. De l'autre, la méthode William, moins de bruit, plus de contrôle, moins de dépendance envers les cercles hérités du règne de Charles. La force de cette décision tient précisément à son apparente simplicité. Elle ne ressemble pas à une vengeance spectaculaire. Elle ressemble à une correction administrative. Mais dans le contexte de l'histoire royale, cette correction devient un acte symbolique. William ne peut pas réécrire le passé de sa mère. Il ne peut pas effacer les années de souffrance de Diana. Il ne peut pas faire disparaître les humiliations publiques, les silences du palais, ni les blessures de son enfance. Mais il peut décider qui aura encore accès aux ressources de l'institution qu'il est appelé à diriger. En ce sens, l'affaire Annabel Elliott apparaît comme un avertissement. Elle annonce peut-être une monarchie où les anciens privilèges seront examinés un par un, où les liens familiaux ne suffiront plus à justifier les avantages, et où le futur roi n'hésitera pas à utiliser son autorité sans élever la voix. William n'a pas crié, il n'a pas accusé, il n'a pas expliqué. Il a simplement retiré un nom des paiements. Et dans le langage feutré de la couronne britannique, cela peut être plus brutal qu'un discours. Si la décision concernant Annabel Elliott apparaît comme le premier acte visible du prince William dans sa volonté de redéfinir les règles du duché de Cornouailles, elle ne peut être comprise sans revenir plusieurs décennies en arrière. Derrière cette mesure administrative se cache une histoire profondément personnelle, intimement liée au destin de la princesse Diana. C'est précisément là que le récit prend une dimension plus émotionnelle. Il ne s'agit plus seulement d'une réforme institutionnelle, mais de la manière dont un enfant devenu héritier du trône aurait transformé ses souvenirs en principes de gouvernance. Pendant de nombreuses années, William est resté silencieux. Contrairement à son frère Harry, il a rarement évoqué publiquement les blessures de son enfance. Cette discrétion a souvent été interprétée comme une preuve de maîtrise de soi, mais aussi comme une stratégie visant à préserver la stabilité de la monarchie. Pourtant, selon de nombreux observateurs, le silence ne signifie pas l'oubli. Au contraire, il peut être le signe d'une mémoire particulièrement vive.
Le récit rappelle que William n'était encore qu'un enfant lorsque le mariage de ses parents s'est progressivement effondré sous le regard du monde entier. Derrière les cérémonies officielles, les photographies souriantes et les apparitions publiques, la réalité familiale était déjà profondément fracturée. Diana apparaissait de plus en plus isolée, tandis que les rumeurs autour de la relation entre Charles et Camilla prenaient une ampleur considérable dans la presse britannique. Pour un enfant, il est souvent impossible de comprendre immédiatement les mécanismes complexes d'une crise conjugale. Mais il perçoit les silences, les disputes, les regards fuyants et surtout la souffrance d'une mère. C'est cette idée que développe le récit. William aurait grandi au milieu d'une tension permanente sans disposer des clés nécessaires pour interpréter ce qu'il observait. Il voyait Diana pleurer. Il remarquait son inquiétude. Il assistait à la dégradation progressive de son équilibre émotionnel, sans pouvoir mesurer toute l'ampleur de la situation. Puis vint le moment où les affaires privées de Charles et Camilla éclatèrent au grand jour. La publication de conversations téléphoniques, enregistrées clandestinement, transforma un secret de cour en scandale national. Toute la Grande-Bretagne découvrit alors l'existence d'une relation qui durait depuis de nombreuses années. Les journaux consacrèrent leurs unes à cette affaire, les chaînes de télévision multiplièrent les débats, et la monarchie traversa l'une des plus graves crises de son histoire contemporaine. Selon le récit, ce scandale médiatique représenta pour William une confirmation plutôt qu'une révélation. Les informations publiées dans la presse donnaient enfin un sens à ce qu'il avait observé pendant toute son enfance. Les larmes de Diana, son mal-être, son isolement, ses difficultés psychologiques prenaient soudain une cohérence. Ce qui, jusque-là, appartenait au domaine des impressions, devenait une réalité exposée devant le monde entier. Cette dimension psychologique occupe une place centrale dans l'analyse. L'auteur ne présente pas William comme un simple témoin des événements, mais comme un enfant contraint d'assister à la destruction progressive de sa famille, sans jamais pouvoir intervenir. Ce sentiment d'impuissance expliquerait en partie la retenue qui caractérise aujourd'hui son comportement. Contrairement aux réactions impulsives, William privilégierait désormais les décisions réfléchies, prises au moment où il détient enfin une véritable autorité. Le texte revient également sur le rôle symbolique de Diana dans l'imaginaire collectif britannique. Plus qu'une princesse, elle est devenue une figure universelle de compassion, de proximité avec le public et de modernité. Sa disparition tragique en 1997 a profondément marqué plusieurs générations. Mais pour William, cette tragédie ne constitue pas seulement un événement historique. Elle représente la perte d'une mère. Le récit insiste sur une image qui demeure gravée dans la mémoire collective. Celle du jeune William marchant derrière le cercueil de Diana lors des funérailles nationales. Des millions de téléspectateurs assistèrent à cette procession silencieuse. Beaucoup y virent le courage exceptionnel d'un adolescent. D'autres parlèrent d'un sacrifice imposé à deux garçons, encore trop jeunes pour porter un tel poids devant le monde entier. Selon cette lecture, cette journée constitue un véritable tournant psychologique. William aurait compris très tôt que les émotions personnelles devaient être dissimulées derrière le devoir royal. Cette expérience expliquerait en grande partie son attitude actuelle. Calme en apparence, rarement démonstratif, mais extrêmement déterminé lorsqu'il estime que certaines limites ont été franchies. Le récit va encore plus loin, en établissant un lien direct entre cette enfance douloureuse et les décisions prises aujourd'hui.
Pour son auteur, William n'agit pas sous l'effet de la colère. Il agit avec la mémoire. Chaque réforme, chaque changement dans l'organisation du duché, chaque réévaluation des privilèges accordés à certains proches de Camilla s'inscrirait dans une réflexion commencée il y a plus de 30 ans. Cette interprétation donne une dimension presque historique aux décisions actuelles. L'enjeu ne serait plus seulement de gérer efficacement les ressources de la couronne, mais de rompre avec un système qui, selon certains critiques, aurait longtemps privilégié les intérêts personnels au détriment de la confiance du public. L'analyse souligne également un élément essentiel. William ne cherche jamais à présenter ses décisions comme des règlements de compte. Aucun discours public n'évoque explicitement Diana. Aucune déclaration officielle ne désigne les responsables des souffrances passées. Tout se joue dans les actes. Cette retenue renforce d'ailleurs l'impact de ses choix. Plus le prince reste silencieux, plus les observateurs tentent de décrypter la portée de chacun de ses gestes. Le contraste avec Charles est également mis en avant. Là où l'ancien prince de Galles était souvent décrit comme partagé entre ses obligations institutionnelles et ses choix personnels, William cherche désormais à construire une image de stabilité. Son objectif semble être de restaurer la crédibilité de la monarchie auprès d'une opinion publique devenue beaucoup plus exigeante à l'égard de la famille royale. Dans cette perspective, la mémoire de Diana dépasse largement le cadre familial. Elle devient un élément fondateur de la stratégie du futur roi. William semble vouloir démontrer que les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire. Les privilèges hérités des anciennes alliances, les protections accordées par proximité personnelle et les réseaux d'influence qui ont longtemps entouré la couronne seraient progressivement remis en question. Le récit laisse alors apparaître une idée fondamentale. La véritable force de William ne résiderait pas dans des confrontations publiques, mais dans sa capacité à agir avec patience. Pendant plus de 20 ans, il aurait observé sans intervenir. Aujourd'hui, chaque décision prise dans le cadre de ses nouvelles responsabilités serait le résultat d'une réflexion longue, méthodique et profondément enracinée dans son histoire personnelle. Cette évolution marque une rupture avec le passé. L'enfant qui assistait impuissant aux drames familiaux est devenu l'homme appelé à diriger la monarchie britannique. Son autorité ne repose plus uniquement sur son rang, mais aussi sur une expérience personnelle qui façonne sa vision du devoir, de la responsabilité et de la justice institutionnelle. Ainsi, la suppression du contrat d'Annabel Elliot ne serait pas, selon ce récit, un événement isolé. Elle constituerait le premier signe visible d'une transformation plus vaste. Une transformation dans laquelle William chercherait non seulement à moderniser la monarchie, mais aussi à refermer, avec méthode et sans éclat, l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire de sa propre famille. Cette continuité prépare naturellement la suite du récit. Car si le passé explique la fermeté de William, les tensions actuelles avec Camilla et les enjeux liés à l'avenir de Catherine, future reine, montrent que cette histoire n'appartient pas uniquement aux archives. Elle continue d'influencer les équilibres internes de la monarchie et pourrait déterminer la manière dont sera exercé le pouvoir lorsque William accédera un jour au trône. Cette continuité prépare naturellement la suite du récit. Car si le passé explique la fermeté de William, les tensions actuelles avec Camilla et les enjeux liés à l'avenir de Catherine, future reine, montrent que cette histoire n'appartient pas uniquement aux archives.
elle continue d'influencer les équilibres internes de la monarchie et pourrait déterminer la manière dont sera exercé le pouvoir lorsque William accédera un jour au trône. Dans cette lecture, Camilla n'est plus seulement associée au passé douloureux de Diana. Elle devient aussi une figure centrale des tensions présentes. Le récit suggère que William ne regarde plus uniquement en arrière. Il surveille désormais tout ce qui pourrait fragiliser Catherine. Et c'est là que la situation change de nature. Tant que les blessures concernaient le passé, William pouvait choisir le silence. Mais lorsque le comportement de Camilla semble toucher son épouse, la patience du prince de Galles atteint ses limites. Catherine occupe une place particulière dans la vie de William. Elle n'est pas seulement son épouse, ni seulement la mère de ses enfants. Elle représente, aux yeux du public, la stabilité, la continuité et l'image d'une monarchie capable de se projeter dans l'avenir. Après les crises successives traversées par la famille royale, son rôle est devenu essentiel. Elle incarne une forme de calme, de discipline et de proximité maîtrisée avec l'opinion publique. Pour William, protéger Catherine revient donc à protéger sa famille, mais aussi la crédibilité de son futur règne. Le récit affirme que Camilla aurait parfois perçu cette popularité comme une menace. Tant que Charles reste roi, Camilla conserve une place centrale dans l'institution. Elle participe aux grands événements, occupe le rang de reine, bénéficie d'une visibilité mondiale et reste au cœur du dispositif monarchique. Mais lorsque William deviendra roi, l'attention se déplacera naturellement vers Catherine. Celle-ci deviendra reine consort et Camilla entrera dans une phase de retrait. Cette perspective créerait, selon le récit, une tension silencieuse mais profonde. Dans une monarchie, le pouvoir ne se mesure pas seulement au titre. Il se mesure aussi à la visibilité, à l'accès, au protocole et à l'influence symbolique. Camilla a passé des décennies à reconstruire son image, à faire accepter sa présence, puis à obtenir la reconnaissance officielle. Elle a remporté une bataille longue et difficile. Mais cette victoire pourrait être fragile, car elle dépend en grande partie du règne de Charles. L'arrivée de William changerait tout. C'est pourquoi le récit interprète certains gestes récents comme des signes d'inquiétude. Le transfert présumé de Ray Milhouse à ses enfants, par exemple, est présenté comme une décision de protection. Officiellement, il pourrait s'agir d'un simple choix patrimonial, d'une mesure familiale logique à un âge avancé. Mais dans le contexte décrit par l'article, ce mouvement prend une signification plus politique. Camilla chercherait à préserver ce qui lui appartient personnellement avant que William ne dispose d'une autorité encore plus large. Ray Milhouse n'est pas une résidence ordinaire dans cette narration. C'est son refuge, son espace privé, le lieu qui symbolise son indépendance en dehors du palais. En transférant cette propriété à ses enfants, elle protégerait non seulement un bien matériel, mais aussi une forme de sécurité personnelle. Le récit suggère que Camilla comprend parfaitement le message envoyé par William lorsqu'il a mis fin au paiement d'Annabel Elliot. Si sa sœur a pu être écartée sans bruit, d'autres privilèges pourraient eux aussi disparaître. Ce climat de méfiance donne au futur règne de William une dimension presque judiciaire. Il ne s'agirait pas d'une vengeance ouverte, mais d'un réexamen méthodique des avantages liés à l'entourage de Camilla. Les anciens réseaux, les fidélités privées et les arrangements hérités de l'époque de Charles pourraient être soumis à une nouvelle discipline. William voudrait une monarchie plus mince, plus lisible, plus difficile à critiquer. Dans cette perspective, les proches de Camilla n'auraient là plus la même protection.
Mais le point le plus sensible reste Catherine. Le récit insiste sur une scène symbolique, celle où Camilla aurait publiquement montré une forme d'impatience ou de domination protocolaire envers Kate. Dans le monde royal, les gestes ont une importance immense. Un regard, une distance, un mouvement de la main, une absence d'inclination peuvent être interprétés comme des messages. Lorsque Catherine est concernée, chaque détail prend une valeur explosive. William aurait alors compris que la tension n'était plus seulement historique, mais actuelle. Ce n'était plus uniquement la mémoire de Diana qui était en jeu, mais la place de sa propre épouse dans l'avenir de la monarchie. Et pour lui, cette frontière serait infranchissable. Le récit le présente comme un homme capable de supporter beaucoup de choses en silence, mais incapable de tolérer que Catherine soit publiquement diminuée. Cette dimension donne au conflit une force dramatique particulière. Camilla, qui a longtemps dû lutter contre l'ombre de Diana, se trouverait désormais confrontée à l'ascension de Catherine. 2 générations, 2 images de la monarchie, 2 formes de légitimité se font face. Camilla représente la survie après le scandale, la patience stratégique, la conquête progressive d'un rôle longtemps contesté. Catherine représente l'avenir, la popularité tranquille, la continuité dynastique et l'acceptation publique. William, lui, se situe au centre de cette transition. Il est à la fois le fils de Diana, l'époux de Catherine et le futur roi. Cette triple position explique la fermeté que le récit lui attribue. Il ne peut pas changer ce que sa mère a vécu, mais il peut empêcher que son épouse soit prise dans des mécanismes similaires de fragilisation médiatique ou protocolaire. La conclusion du chapitre est donc claire. L'affaire Annabel Elliott n'est peut-être qu'un prélude. Elle révèle une méthode. William agit sans bruit, mais avec précision. Il observe, attend le bon moment, puis retire un privilège, modifie une règle, réduit une influence. Cette manière de gouverner pourrait devenir la marque de son futur règne. Dans cette monarchie en transition, Camilla semble avoir obtenu tout ce qu'elle avait longtemps recherché. Le mariage, le rang, la couronne, la reconnaissance officielle. Mais le récit suggère que son pouvoir demeure dépendant d'un équilibre fragile. Face à elle se tient désormais un homme qui n'a jamais oublié Diana, qui protège Catherine avec une détermination absolue et qui s'apprête un jour à contrôler l'ensemble de l'institution. William ne cherche pas à faire du bruit. Il n'a pas besoin d'accuser publiquement. Il n'a pas besoin de transformer les blessures familiales en spectacle. Sa stratégie repose sur autre chose, le temps, l'autorité, la mémoire et le contrôle. Et dans une monarchie où chaque silence peut cacher une décision majeure, cette méthode pourrait être beaucoup plus redoutable qu'une confrontation ouverte. Ainsi, le récit se referme sur une idée puissante. Le futur roi n'est plus l'enfant impuissant qui marchait derrière le cercueil de sa mère. Il est devenu l'homme qui peut décider qui reste, qui part, qui bénéficie encore de la couronne et qui doit désormais vivre sans sa protection. Pour Camilla et son entourage, l'ère William a peut-être déjà commencé.